8h20 à Paris, à un mois et demi des élections européennes. On continue d'entendre dans RFI Matin les représentants des principaux partis en lice en France. Bonjour David Cormand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député écologiste au Parlement européen, numéro 2 sur la liste conduite par Marie Toussaint pour le scrutin du 9 juin. La question de la défense européenne a été mise au cœur de cette campagne ces derniers jours par Emmanuel Macron qui a proposé d'inclure dans le débat à 27 sur la construction d'une Europe de la défense l'arme nucléaire. Est-il possible, souhaitable pour vous de partager le parapluie nucléaire français ? Mais de fait, c'est déjà le cas, puisque nous avons des alliances militaires avec les autres pays des 27. Et je rappelle que l'arme nucléaire dissuasive, son usage n'est envisagé si et seulement si nous devions répondre à une agression elle-même nucléaire. Donc en fait, il n'y a rien de tellement nouveau. Et j'ajouterais que dans l'optique que les Verts défendent depuis toujours, d'une défense commune européenne, d'une armée européenne pour avoir une diplomatie européenne solide, on le défendait d'ailleurs avant même l'agression russe en Ukraine, c'est plutôt, en plus de l'aspect nucléaire, sur la coordination d'un arsenal européen qui est compatible entre les pays pour pouvoir prendre des initiatives quand on en a besoin au niveau militaire. Or, la France... C'est plus ou moins ce que propose le président en disant le nucléaire pour la France, le bouclier antimissile pour l'Allemagne, l'armée de terre pour la Pologne. Oui, sauf que c'est la France particulièrement, qui a l'armée la plus importante des 27. À l'époque où il y avait la Grande-Bretagne, il y avait deux pays avec une armée importante et la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, c'est différent. Et la France, et notamment Emmanuel Macron, encore une fois, avant l'agression russe en Ukraine, avait envoyé des signaux paradoxaux aux partenaires européens, notamment quand il avait invité Poutine au Pays Basque, avant un G8 ou un G20, je ne sais plus, il avait eu des formulations qui avaient interloqué les autres pays européens, notamment en disant, à l'époque, que la Russie pouvait être un partenaire, y compris militaire, de la France. Et donc vous avez des autres pays européens qui se disent est-ce qu'on peut compter sur la France vraiment? Donc c'est ça. Voilà. Et puis l'autre aspect, moi, ce qui m'alerte, c'est que je pense que c'est pas une bonne idée d'agiter la question nucléaire. Parce que si on dit ce qu'on va partager en premier au niveau européen, c'est l'arme nucléaire. Mais on n'envisage quand même pas de traiter avec la Russie via l'outil nucléaire. Donc en fait, il faut faire attention aussi au champ lexical qu'on utilise. Là, la priorité par rapport à l'attaque que subit l'Ukraine, c'est des sanctions qui fonctionnent. Or, aujourd'hui, l'Union européenne achète pour 2 fois plus d'argent d'hydrocarbures, de gaz à la Russie qu'elle aide l'Ukraine. C'est ça le problème aujourd'hui géopolitique et militaire, et des moyens pour aider les Ukrainiens à se défendre. Et donc attention de ne pas trop agiter le mot nucléaire tous les 4 matins. C'est un sujet évidemment sérieux, mais c'est pas ça l'urgence à organiser au niveau européen. Et quand l'opposition, l'extrême gauche notamment, mais aussi la droite, accuse le président de la République de brader avec cette proposition la souveraineté française, qu'en pensez-vous ? C'est quoi la souveraineté ? La souveraineté, c'est avoir le pouvoir sur notre destinée. Est-ce qu'on envisage vraiment... Merci. Je remercie parce qu'on vient de m'apporter un verre d'eau, c'est très gentil. Est-ce qu'on envisage vraiment que la France, seule, va pouvoir peser à l'échelle du monde ? Moi, je ne le crois pas. La souveraineté du peuple français et du peuple européen, il passe par une souveraineté en partie européenne. Pas seulement. Il ne s'agit pas de transférer toute l'armée française à un échelon européen. Il s'agit de dire que si on veut peser au niveau géopolitique, c'est à l'échelle du bloc européen que ça va se jouer. Est-ce que pour vous, justement, l'Europe a pris vraiment un train de retard là-dessus ? Dans une tribune au Monde, l'ancien ambassadeur Michel Duclos affirme que ces dernières années, sur la question de l'Europe de la défense, les progrès ont été minimes parce que la menace russe, et ce que vous nous disiez un peu au débarrage de cet entretien, a été sous-estimée, que dès 2014, l'invasion de la Crimée, les 27 auraient dû réagir. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui. Et c'est pas que donc on a forcément un train de retard aujourd'hui. Mais on a plus qu'un train de retard, c'est que ça n'a pas été conçu comme ça au départ. Parce qu'on était d'abord sous le parapluie américain, avec l'OTAN. Moi, je ne suis pas un acharné anti-OTAN, mais ça fait des années que les Verts
propose la sortie de l'OTAN, pas parce qu'on n'aimerait pas l'OTAN, mais parce qu'on veut une souveraineté européenne précisément. Et une souveraineté européenne, elle se construit entre nous. Et donc oui, on a fait preuve de naïveté, moi je dirais même de cynisme, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus de la naïveté, c'est du cynisme. Où on a fait croire, on a voulu croire volontairement que la Russie et Poutine étaient un ami, alors que ça fait plus de 10 ans, mais l'ambassadeur que vous citiez le rappelle, se conduit comme un ennemi. David Cormand, l'autre conflit du moment sur la scène internationale à Gaza a des répercussions de plus en plus visibles en France, avec ces derniers jours, notamment le blocage de Sciences Po en soutien aux Palestiniens. Jean-Luc Mélenchon affirme que les bloqueurs de Sciences Po sont l'honneur de notre pays. Les Républicains parlent, eux, d'entrisme de gauche et suggèrent que l'on stoppe les financements publics à Sciences Po. C'est ce qu'a dit leur tête de liste hier, François-Xavier Bellamy. Vous, que dites-vous ? D'abord, moi je suis toujours sensible quand la jeunesse ou des citoyens de notre pays s'érigent contre une injustice. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est une injustice, c'est même un drame. C'est la Cour de justice internationale qui le dit, qui craint même un risque de génocide. Ce sont les mots de la Cour internationale de justice. Donc moi, je suis pour respecter le droit. Et donc, moi, ça me paraît assez naturel que des jeunes ou des moins jeunes soient profondément blessés par ce qui est en train de se passer. Puis, il faut ajouter que la question Israël-Palestine, depuis longtemps, ce n'est plus seulement une question géopolitique, c'est une question de politique intérieure. C'est un marqueur politique, à gauche comme à droite, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Vous en parliez juste avant cette interview, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, je pense que il faut continuer à traiter ce sujet comme une question de politique internationale et de géopolitique. Je ne suis pas sûr que ça aide le sort des Palestiniens d'en faire à ce point un sujet de politique intérieure. J'ajoute que c'est une question européenne. Quand vous dites cela, vous visez qui ? Qui en fait aujourd'hui un sujet de politique intérieure ? intérieure ? Je vise personne en général, mais je pourrais nous viser nous-mêmes. C'est il y a un accaparement de cette cause par des Verts, par le milieu militant et politique en général. C'est pas une mise en cause pour le débat politique français pour vous. À mon avis, qui détourne surtout, je ne sais pas s'il n'est pas sain, mais il détourne en partie, à mon avis, le sujet de fond qui est d'assurer la paix, la justice, surtout l'autodétermination et la sécurité à l'ensemble des populations qui vivent en Israël et en Palestine. C'est ça l'enjeu politique. David Cormand, dans cette campagne, votre tête de liste se montre jusqu'ici assez discrète, pas de grand meeting, un tour de France des impactés du changement climatique. Elle est créditée dans les sondages de 6 à 8% des intentions de vote. On est loin des 13,5% réalisés en 2019 par Yannick Jadot. Alors bon, c'est vrai, c'est à l'instant T, ça n'est qu'un sondage, on rappelle, on prend les précautions d'usage, mais quand même, comment l'expliquez-vous ? Pourquoi ce retard ? C'est dur, on se bat parce qu'en 2019, vous avez rappelé le score qu'on avait fait, c'était des bons scores dans toute l'Europe, c'est grâce à ça qu'on a pu faire le pacte vert. La réalité, c'est ça. Et l'enjeu du 9 juin, si on s'intéresse à l'écologie, c'est est-ce qu'on donne de la force à l'écologie ou pas ? Et donc, nous, on se bat. On se bat parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne d'autre le fera. Donc, vous avez raison de rappeler des sondages. Moi, je ne les minimise pas. J'ai une philosophie généralement assez simple. C'est que je crois les bons sondages et je ne fais pas attention aux mauvais. Bon, mais... là, il y en a beaucoup de mauvais, c'est malheureusement. Ça. Donc, voilà. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Vous savez, je suis un militant. Ça fait 25 ans que je défends la cause de l'écologie et j'essaye de faire en sorte de la faire gagner. Et le 9 juin, j'espère qu'on arrivera à convaincre le plus de citoyennes et de citoyens français pour faire avancer cette juste cause. Merci David Cormand d'avoir été avec nous ce matin.